Actualité TVCO, édition du 19 mars. Aux actualités TVCO pour vous cette semaine, eh bien, le chef du Bloc québécois était de passage virtuellement dans la région et nous l'avons rencontré pour lui poser quelques questions, notamment sur les rumeurs d'élection. Je ne souhaite pas qu'on aille en élection cet automne et je souhaite que le gouvernement mette plutôt dans son budget des transferts pour les soins de santé de nos gens, de nos CHSLD, de nos aînés. 12 cégeps du Québec s'associent afin de sensibiliser le gouvernement à l'importance de conserver dans leurs institutions les programmes de formation qui sont offerts. Alors, Elisabeth Paillard, notre journaliste, fait le point là-dessus, en compagnie de Marie Aboumrad, la directrice générale du Centre d'études collégiales en Charlevoix, ainsi qu'avec M. Rénald Thibault du cégep de Jonquière. Le conseiller municipal Luc Goudreau a annoncé qu'il se porte candidat à la mairie de Baie-Saint-Paul pour les prochaines élections municipales en novembre prochain, puis on l'accueille dans notre studio. Il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas complétés, ne serait-ce que le pavillon du Saint-Laurent. La construction de la Maison des aînés à Saint-Hilarion génère d'importantes retombées pour cette municipalité et on fait le point avec le maire Patrick Lavoie. Nous avons rencontré nos concitoyens pour recueillir leurs commentaires face à la campagne de vaccination massive qui s'amorce. Alors, on vous a préparé un Vox Populi à ce sujet. Et enfin, pour terminer l'émission, je vais m'entretenir de sport avec Maxime Jaudoin. Il sera bien sûr question du sport local, mais également du sport des grandes ligues. Là-dessus, je vous souhaite une bonne émission. Le chef du Bloc québécois était de passage virtuellement dans notre région cette semaine et on l'a rencontré. Monsieur Blanchette, bonjour. Bien le bonjour. Vous étiez en tournée virtuelle dans Charlevoix aujourd'hui. J'aimerais d'abord savoir comment a été votre rencontre avec les représentants de l'Union des producteurs agricoles. On sait que chez nous, la question de la gestion de l'offre est une question sensible. Comment ont été vos rencontres cet après-midi? En particulier, mais je pense que ça a bien été avec tout le monde, mais en particulier avec l'UPA, ça a très bien été. On a deux points où on est très, très d'accord. C'était en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles qu'on avait mis de l'avant, puis ce n'est pas la première fois, C216, la vérité. C216 en mots pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là. Oui, merci. C'est une loi qui interdit au gouvernement de mettre la gestion de l'offre comme modèle d'exploitation agricole en jeu lors d'une prochaine négociation commerciale. Et ce projet de loi a été adopté? S'il est adopté. Là, on a réussi à gagner. Okay. Je pense que le Bloc québécois de cette législature-ci gagne plus de votes qu'à peu près n'importe quand avant dans l'histoire. On a réussi à convaincre les gens et on a gagné ce vote-là. La loi n'est pas adoptée en version finale parce que ça s'en va, ce qu'on appelle en comité, pour aller analyser chaque détail de la loi pour la ramener ensuite au Parlement. Sur ça, on est d'accord. Sur la relève agricole, on est d'accord. Des enjeux en matière de concurrence dans le milieu horticole qui ont été soulevés, main-d'œuvre étrangère, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, la gestion de l'offre, si ce projet de loi est accepté, ne sera plus dans les enjeux pour les prochaines négociations avec nos voisins. C'est ce qu'on comprend? Je pense qu'il ne faut pas baisser notre garde, mais c'est ce que dit le projet de loi à ce stade-ci. Après ça, il y a l'étape du comité et il faut que ce soit ramené devant le Parlement, qu'il l'adopterait ou pas. On n'a pas le contrôle à ce stade-ci, on verrait. Malheureusement, je ne suis pas certain. Ça dépend de ce que sont les ambitions du gouvernement Trudeau en matière d'élection, mais je ne sais pas si ça va être réglé avant une élection. Ça, je ne peux pas le garantir. Parlons-en d'élection, justement. D'ordinaire, un chef, même virtuellement, qui fait une tournée des régions, c'est un peu comme les journées qui annoncent le printemps. Le chef qui fait une tournée des régions, c'est souvent, ça fait souvent démarrer des rumeurs d'élection. Vous voyez le portrait des prochaines semaines, des prochains mois, comment? Je suis devenu chef du Bloc québécois au début de 2019 et je n'ai jamais cessé de faire le tour des régions, proximité d'élections ou pas. Okay. Maintenant, le tour des régions est devenu quelque chose de peu différent à cause de la pandémie. Et puis à un moment donné, parce qu'on espérait qu'on allait finir par en sortir, on dit on va attendre. Et là, j'ai bien vu que sortir de la pandémie était l'équivalent d'une promesse électorale. On en parle beaucoup, on ne voit jamais le résultat. Donc, on recommence à faire le tour des régions, c'est virtuellement. Ça présente l'avantage de voir beaucoup de monde, mais ça présente l'inconvénient, en particulier quand on parle de Charlevoix, de ne pas avoir l'énorme plaisir d'y aller. Mais ce n'est pas dans une perspective électorale. Puis je vous confierai
personne ne m'a parlé d'élection aujourd'hui. C'est pas sur le radar des gens. Si j'étais Justin Trudeau, je ne regarderais pas pour faire des élections au printemps. Les Mais gens ne sont pas là. toutefois, là, on sait qu'un peu partout, vous vous activez pour trouver vos candidats, d'avoir du monde dans toutes les circonscriptions. Vous êtes quand même sur le pied de guerre. Je vais aller au-delà de ça. Le comité électoral fonctionne. Le financement a très, très, très bien fonctionné. On n'est pas rendu à 20 de nos candidats sélectionnés. Il ne faudrait pas voir ça pire que ça l'est, mais ce serait irresponsable de notre part de ne pas se préparer parce que les journaux sont pleins de commentateurs qui nous disent qu'on s'en va peut-être en élection. Fait que c'est pas parce que j'espère ne pas aller en élection que je ne me préparerai pas à une possible élection. Mais si la décision vient de moi, je ne souhaite pas qu'on aille en élection cet automne et je souhaite que le gouvernement mette plutôt dans son budget des transferts pour les soins de santé de nos gens, de nos CHSLD, de nos aînés. Qui sont demandés par les provinces. Supplémentaire pour les aînés, une protection de la gestion de l'offre, des compensations. Moi, je souhaite plutôt un bon budget qu'une mauvaise campagne. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut vraiment reprocher au gouvernement Trudeau dans la gestion de la pandémie? Ça a été un des gouvernements en Occident qui a été le plus généreux envers sa population. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'une façon très précise dans les actions que le gouvernement fédéral a posées dans la dernière année? Vous avez utilisé le mot généreux, j'utiliserais peut-être le mot dépensier, parce que l'argent qui aura été dépensé, il faut voir où est-ce qu'il va atterrir cet argent-là. Il faut voir l'impact qu'il va avoir. Mais ce n'est pas tellement sur le montant d'argent, ce n'est pas ça ma principale préoccupation. Lorsque le système de santé québécois croule sous la pression et que le fédéral doit des milliards de dollars au Québec et aux provinces, et ce n'est pas juste le Québec, là, c'est l'unanimité de toutes les provinces qui demandent une augmentation des transferts sans condition, et que le fédéral fait de la politique partisane et essaie de centraliser en mettant des conditions pour arracher des pouvoirs aux provinces, ça, ce n'est pas de l'argent qui serait bien dépensé, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé alors qu'il devrait l'être. Lorsque le gouvernement fédéral refuse obstinément une demande qui vient de nous depuis longtemps, mais qui est très consensuelle au Québec, les aînés sont ceux qui souffrent le plus de la pandémie, sont le plus fragiles en termes de santé physique, sont de plus en plus clairement fragiles en termes de détresse psychologique, de santé mentale, sont plus isolés que quiconque d'autre, ont une perte de pouvoir d'achat et le gouvernement n'a pratiquement rien fait pour les aînés. C'est de l'argent qui aurait dû être dépensé mieux que ce qui a été fait ailleurs, tandis que les We Charity ou la subvention salariale au Parti libéral, ce n'est pas acceptable. Quels sont, selon vous, les principaux acquis du Bloc québécois depuis que vous êtes chef et que vous avez été élu? Qu'est-ce qui fait en sorte que... quel est le bilan sur lequel vous pourriez reposer vos gestes en vue d'une prochaine campagne électorale, en vue de la prochaine fois où vous allez demander aux Québécois de vous faire confiance? C'est quoi vos principaux acquis? Je ne me revendique pas personnellement des succès du Bloc québécois. On a une équipe que je pense exceptionnelle, dont vous avez une exceptionnelle représentante dans la région. Par contre, le Bloc québécois... Oui, au-delà de vous, le Bloc québécois comme tel, il revendique quoi? À l'origine, je vous donne quelques exemples. Oui. L'origine de la protection de l'aluminium, c'est carrément le Bloc québécois. Le gouvernement considérait que l'aluminium était adéquatement protégé dans la nouvelle version de la CEUM. On a prouvé que ce n'était pas le cas. On a suggéré des changements. Le gouvernement s'est inspiré de notre suggestion, a fait les changements. Et même les Américains ont repris un modèle de protection de l'aluminium qui a été développé dans mon bureau à moi au Parlement un petit mardi soir. C'est un bilan qui est significatif. La subvention salariale, ça vient du Bloc québécois comme proposition. L'ajustement de l'aide au loyer des petites entreprises, ça vient du Bloc québécois comme proposition. Il y a beaucoup d'éléments qui sont venus de nous. La protection de la gestion de l'offre, l'aide ou le soutien ou la demande de citoyenneté pour Raif Badawi, ça vient aussi du Bloc québécois. Il y a un nombre très significatif de votes que nous avons gagnés dans le Parlement et si le gouvernement n'écoute pas les directives du Parlement, au moins le poids moral d'une majorité de députés fédéraux qui votent avec le Bloc québécois pour donner des directives au gouvernement, c'est des gains qui sont extrêmement importants. Le principal, le Québec est respecté. Oui. Je vois que vous êtes déjà prêt à défendre votre bilan et puis à aller de l'avant pour continuer à défendre les intérêts des Québécois. Mais j'aimerais en terminant savoir, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans la dernière année? Est-ce que c'était de jouer au bon garçon qui appuie le gouvernement parce que ce n'est pas le temps de se chicaner avec lui? Qu'est-ce que vous avez trouvé un peu le plus difficile dans ce Parlement très singulier que vous a fait vivre la COVID dans le courant de la dernière année?
C'est peut-être lié au fait qu'on est dans un gouvernement minoritaire, mais le discours que je tiens et le bilan que je dresse des actions du Bloc québécois ne change pas vraiment. Bien sûr, il y a des ajouts qui se font. Le Oui, vote sur la gestion de l'offre est tout à fait récent, là. Mais la pandémie est clairement l'élément le plus difficile parce qu'on voit nos gens, notre monde, nos proches, nos grands-parents, nos parents qui soit sont malades, soit ont peur et même dans certains cas perdent la vie à cause de la COVID. Il ne peut pas y avoir rien de pire que ça. Évidemment, on veut tous se mettre dans l'action et au début de la pandémie, on a réussi à travailler sur une base qui n'était pas du tout partisane. Les libéraux nous oui. ont même écrit, voici une liste de choses qui viennent du Bloc qu'on a réalisées parce qu'on pense que c'était des bonnes idées. Plus récemment, c'est devenu un peu plus partisan à cause des rumeurs ou des possibles hypothèses d'élection, notamment à cause de la très grande faiblesse des conservateurs. Les libéraux sont tentés. Donc, ça ramène une perspective électorale, mais ça ne change pas le fait que l'élément difficile de la dernière année, c'est de devoir observer la misère de nos gens et de ne pas avoir toute la latitude nécessaire pour pouvoir les aider. Pour ces réflexions et ces commentaires, merci beaucoup, Monsieur le chef du Bloc québécois, et au plaisir de vous avoir à nouveau avec nous. Quand vous voulez. Merci, au plaisir. Douze cégeps de la province font front commun pour sensibiliser le gouvernement à l'importance de maintenir en région les programmes de formation. Et pour faire le point là-dessus, notre journaliste Élisabeth Tailleur a rencontré Marie Aboumrad du Centre d'études collégiales en Charlevoix, ainsi que M. Rénald Thibault du cégep de Jonquière. Je suis avec le directeur du cégep de Jonquière, M. Rénald Thibault, et avec Mme Marie Aboumrad, directrice au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui du regroupement de cégep qui s'est fait dans la dernière année, mais qui s'est vraiment officialisé cette année. Est-ce que, M. Thibault, vous pouvez nous parler qu'est-ce que c'est exactement puis à quoi ça consiste? En fait, effectivement, nous avons officialisé une nouvelle créature qui s'appelle le RCR, le regroupement des cégeps de région. L'idée étant de donner vie à une structure qui va permettre à des cégeps de région, donc 12 cégeps au total provenant de 5 régions, de donner vie à un carrefour pour pouvoir exprimer nos préoccupations, nos problématiques et notre réalité et faire en sorte que ce soit à la fois plus facile pour le ministère de l'Enseignement supérieur, plus facile pour les cégeps, de faire valoir différentes dimensions qui, prises isolément, deviennent compliquées à considérer. Dans ce contexte-là, on pense effectivement que autant en travaillant avec la Fédération qu'avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de s'adresser à une seule entité qui peut par la suite faire le pont entre les 12 cégeps en question. Comme je le disais, qui proviennent de 12 régions, c'est plus facile, par exemple, pour l'offre de formation. On a des particularités, on a l'idée d'être le plus complémentaire possible, on a le souhait d'offrir une offre de formation à nos étudiants qui soit la plus complète possible et minimalement équivalente à ce qu'on peut retrouver partout au Québec. Donc, de faire valoir ça un par un, c'est comme plus compliqué, moins efficace que quand on est regroupé. Donc, effectivement, nous avons officialisé le RCR, le regroupement des cégeps de région, il y a peu de temps et on en est très fiers. Puis, qu'est-ce que ça va changer dans la relation avec le ministère de l'Éducation supérieure? Est-ce que ça va changer quelque chose pour les étudiants ou c'est vraiment plus au niveau politique là, que ça change? Dans mon cas, puis c'est vrai pour tous les directeurs généraux de cégep, 100% de nos actions, c'est aussi vrai pour Marie, bien entendu, au CECC, sont prises en fonction de l'étudiant. Il n'y a aucune décision qui est prise pour notre bien-être, notre confort ou quoi que ce soit. L'idée étant toujours de dire, si on pose ce geste-là, dans quelle mesure ça peut aider la réussite, la persévérance de nos étudiants? Un peu comme je l'exprimais tout à l'heure, de faire valoir le fait que, par exemple, que la complémentarité des programmes n'est pas efficace à 100% dans une région donnée. Si j'y vais tout seul pour le cégep de Jonquière, c'est moins efficace que si on y va ensemble pour les 4 cégeps de la région et c'est moins efficace que si on y va 12 cégeps ensemble. Un autre exemple que je pourrais donner, quand on parle de mobilité interrégionale, c'est une mesure qui existe au ministère de l'Enseignement supérieur qui a pour but d'inciter les étudiants qui sont dans des grands centres à venir dans des cégeps qui sont
qui ont des espaces dans leur cégep pour accueillir davantage d'étudiants. Cette mesure-là ne fonctionne pas de façon optimale. Mais plutôt que le ministère fasse le tour de chacun des cégeps pour voir comment bonifier la mesure en question, c'est plus efficace de parler au RCR. Nous, préalablement, on fait le travail de base, on va chercher l'information et on la ramène au ministère qui, à ce moment-là, est mieux équipé pour comprendre et composer avec la réalité des différents cégeps. Puis c'est vrai pour les cégeps du RCR, mais ça va être vrai aussi pour tous les autres cégeps au Québec qui ne sont pas regroupés. L'offre est quand même diversifiée dans les cégeps de région. Madame Aboumrad, dernièrement, il y a eu une annonce comme quoi vous alliez recevoir une subvention là, par année, je crois. Vous pouvez peut-être nous en parler plus en détail. Puis qu'est-ce que ça consiste exactement, là? Absolument. Il faut savoir que dans les petits établissements, les cégeps de région peuvent être de beaucoup plus moindre envergure que les grands cégeps des centres urbains. On a la problématique d'avoir des fois des petites cohortes. Ici, en Charlevoix, on s'en souviendra, il y a quelques années, en soins infirmiers, on a dû arrêter tout simplement pendant 1 an de recevoir des étudiants en soins infirmiers, ce qui a vraiment un immense impact sur la qualité de l'enseignement, sur la rétention des professeurs qu'on espère être bien impliqués auprès de notre milieu, sur la confiance aussi qu'ont les étudiants de revenir l'année suivante. Et la subvention qui nous a été donnée pour soins infirmiers il y a quelques temps et maintenant aussi pour les 2 autres techniques que nous offrons en technique administrative et en éducation spécialisée, c'est de dire que lorsqu'il y a des petites cohortes, nous aurons quand même un financement afin de pallier l'absence d'étudiants, le temps de se reprendre en main, de peut-être avoir une grande présence démographique sur le territoire ou, comme Rénal Thibault vient de le mentionner, d'avoir des actions politiques qui permettent d'attirer des jeunes de centres urbains intéressés par ces programmes-là dans nos programmes en milieu et plus éloignés. Je ne dirais pas qu'on est en milieu éloigné, on est quand même dans la capitale nationale. Donc, dans ce contexte-là, d'avoir une plus grande possibilité de ne pas jamais interrompre notre offre de services, de pouvoir améliorer année après année la qualité de l'enseignement, l'utilisation optimale de nos locaux, la confiance que nos étudiants peuvent avoir d'être ici et de ne pas avoir à interrompre leurs études, par exemple, ou d'avoir un échec qui ne sera pas repris l'année suivante parce que le cours n'est pas donné. Tout ça est donc vraiment amélioré. Ça peut calmer tout le monde et ça peut nous permettre de travailler de manière beaucoup plus optimale. Cela dit, dans la question des regroupements des cégeps de région, il y a le directeur général du cégep de Chicoutimi qui a utilisé une métaphore que j'ai beaucoup aimée quand il a dit que Jonquière est plus proche de Montréal que Montréal de Jonquière quand il vient le temps de déplacer des étudiants. Et puis moi, j'ai bon espoir de faire venir en Charlevoix éventuellement des personnes qui n'auraient pas de place dans les mêmes programmes qui s'offrent, par exemple, à Québec ou à Montréal, mais qui verraient un avantage dans un plus petit milieu, dans un lieu où on a des plus petits groupes, où la proximité avec le professeur est vraiment améliorée et aussi où on a une qualité de vie en Charlevoix vraiment exceptionnelle, surtout dans ce contexte de pandémie où on est dans zone orange et où on peut être le plus possible en présence. La question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que l'offre qu'il y a au Centre d'études collégiales de Charlevoix, au CECC, dans les cégeps des autres régions comme à Jonquière, est-ce que l'offre s'adresse aux jeunes et aux gens de ces régions-là ou ça s'adresse plutôt aux gens qui sont à l'extérieur des régions? Comment vous... Ça peut être Mme Aboumrad qui me répond en premier, mais comment vous gérez ça? Alors, il faut savoir que le Centre d'études collégiales en Charlevoix a d'abord la mission de répondre aux besoins de la région. Donc, de vraiment préparer les étudiants pour qu'ils puissent faire des études préuniversitaires avant de se déplacer dans un plus grand centre où il y a effectivement une université. C'est une mesure économique, c'est une mesure aussi de motivation pour que les jeunes poursuivent des études post-secondaires. Et puis, surtout au niveau technique, en soins infirmiers, éducation spécialisée, technique administrative, c'est pour répondre à un besoin de main-d'œuvre dans la région. Et évidemment, si ce besoin-là continue à évoluer, bien, notre carte de programme, surtout en collaboration avec nos collègues de Jonquière, pourra évoluer. Qu'est-ce que vous faites pour garder ces jeunes-là, pour attirer les jeunes, mis à part donner des subventions pour conserver les programmes? Bien, en fait, j'aime la question. L'idée, puis vous savez, la notion d'éloigner, ça dépend toujours d'où on part. Montréal est éloigné par rapport à Jonquière. L'idée, c'est pas
le réel défi, en fait, c'est de les attirer parce que quand les étudiants sont rendus à Jonquière, l'expérience qu'on leur fait vivre, c'est la même chose à Charlevoix, un coup que les étudiants sont rendus sur place, vivent l'expérience d'étudiants à Charlevoix ou d'étudiants à Jonquière, règle générale, on a un taux de persévérance très élevé. Parce que c'est plus qu'étudier, c'est une vie sociale, c'est de l'implication, c'est de l'engagement, c'est des activités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a nécessairement des campagnes de promotion qui sont faites. Il y a des salons qu'on fait dans l'ancien temps, qu'on pouvait se déplacer. Nous étions présents dans plusieurs régions du Québec, mais aussi à l'international. Ce sont des techniques, entre autres, qui sont très prisées par plusieurs étudiants français. On en a plusieurs. D'ailleurs, il y a des programmes, par exemple, en génie mécanique, ou j'ai un autre programme en TAU ou en intégration multimédia, où c'est pratiquement 50% des étudiants qui sont de l'international. Okay. Donc, c'est pas banal comme impact, c'est vraiment majeur. Donc, oui, il y a des programmes, il y a des activités de promotion, des activités de recrutement, de la présence dans des salons. Et on a eu aussi une belle activité promotionnelle de recrutement qui a été fait pendant la période des fêtes sur notre site web du Cégep de Jonquière, où toute la population pouvait relever des défis pour découvrir ça voulait quoi vraiment dire telle ou telle technique. C'était très, très populaire. Plusieurs milliers de personnes ont participé à ces défis-là, un peu comme un jeu Internet, si vous voulez. Bref, il y a beaucoup d'activités qui sont faites et on se fie aussi nécessairement aux bouche à oreille parce que les étudiants qui sortent du Cégep de Jonquière sont nos meilleurs ambassadeurs. Est-ce que vous trouvez que les programmes sont adaptés? Est-ce que les gens se sentent appelés par ces programmes-là? Ou vous trouvez peut-être qu'il faudrait revoir certains programmes justement pour attirer plus de gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est une extraordinaire question. Vous connaissez bien le milieu collégial parce qu'il n'y a pas un programme qui est stagnant. Hein? On est tout le temps en amélioration continue. À chaque 2 ans, on a une évaluation régulière de chacun de nos programmes. On a un moment de réflexion et d'ajustement par rapport à des cours qui auraient été plus ou moins bien réussis, par rapport à des activités pour lesquelles on a atteint ou pas les objectifs, et on s'ajuste comme ça sur une base locale et des petits ajustements progressifs très, très, très régulièrement. On a aussi, une fois à chaque 10 ans, de ces temps-ci, c'est un peu intense parce qu'il y en a plusieurs de nos programmes qui sont en évaluation en profondeur, voire même en actualisation avec le ministère, afin de s'attarder à ce que les compétences du profil de diplômé correspondent à la réalité du moment, c'est-à-dire 2021. Hein, ça va dire les étudiants qui vont arriver à l'université, qui vont arriver sur le marché du travail. Est-ce qu'ils ont réellement les compétences en sciences de la nature, en sciences humaines pour aller à l'université ou en administration, en soins infirmiers et en éducation spécialisée pour atteindre ce qu'on attend d'un diplômé sur le marché du travail. C'est du travail qu'on fait vraiment de manière constante et en continu. Et la beauté de la chose, c'est qu'on le fait aussi avec des professeurs qui nous arrivent avec des réalités du terrain. On a une nouvelle enseignante ici au CECC qui arrive du monde communautaire avec un bagage universitaire qu'elle a, avec son expérience à elle, et elle vient augmenter le nombre d'expertises et la connaissance qu'on peut offrir du terrain réel, en plus de nos profs actuels qui ont l'habitude de fonctionner avec les milieux de stage où on envoie des étudiants à chaque session. Et puis comme ça, on s'adapte, on s'améliore, on s'ajuste et on essaye aussi d'avoir un petit peu de nouveau afin de ne pas reproduire et faire du copier-coller session après session. De toute manière, le monde est trop créatif et nous demande de toute manière de nous réinventer, là, pour utiliser une expression qu'on entend beaucoup de ces temps-ci, oui, pour être sûr qu'on a un enseignement très actuel. Parfait. Et puis pour vous, M. Thibault, est-ce que ça rejoint un peu ce qui se passe à Jonquière et dans les autres régions? Tout à fait, tout à fait. Je ne saurais pas quoi ajouter à ce que Marie vient de mentionner. Il y a une équipe importante de professionnels qui travaillent effectivement à la révision des programmes en collaboration, comme on le disait, avec les enseignants. C'est important de le faire en présence des enseignants. On a d'ailleurs de nos professeurs qui sont régulièrement invités. C'est une forme de reconnaissance de leur expertise et de leur connaissance, invités à participer à des chantiers au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a des comités préalablement qui sont au ministère pour la révision des programmes. Nos enseignants sont sollicités de participer à ces travaux-là. Bref, c'est un travail de collaboration là, qui se fait, là, sans dire de façon continue, mais d'une façon très régulière. Pour terminer, qu'est-ce que vous espérez pour la suite?
il n'y a plus de pandémie. Un cégep, c'est agréable quand il y a des étudiants, quand il y a de la vie étudiante, quand ils sont là à plein régime. Je me rappelle quand j'étais étudiant au cégep ou à l'université, c'était important d'être là, c'était important d'échanger, de participer, de serrer des mains, d'être en contact avec les gens. Autant pour les étudiants que pour le personnel, c'est pas mal moins agréable. Moi, je pense que pour la meilleure réussite possible et la persévérance de tout le monde, c'est important qu'on revienne dans un cadre plus habituel. Je sais que le mot normal n'a pas la cote actuellement, c'est vrai qu'on va l'éviter, mais je pense qu'il faut revenir dans des contextes humains où la chaleur humaine se fait sentir et où les contacts sociaux sont fréquents. Ce qu'on souhaite pour la chose, nous, pour le Cégep de Jonquière, et très égoïstement, c'est qu'un maximum d'élèves qui s'inscrivent chez nous, parce que c'est une belle expérience à vivre, étudier au Cégep de Jonquière, et c'est la même chose en Charlevoix, je vous l'assure. En fait, le CECC est une composante du Cégep de Jonquière, donc on est vraiment là, on est une grande famille, on travaille ensemble, et dans l'éventualité où un étudiant, une étudiante de Charlevoix se trouve pas prêt ou a peur de quitter la région pour aller dans un programme, notamment au Cégep de Jonquière à Jonquière, il y a toujours la possibilité de faire le programme qui s'appelle, le cheminement qui s'appelle Tremplin DEC, qui permet de faire des cours de formation générale, de se préparer un peu, peut-être d'avancer quelques sous, de passer un an de plus chez les parents dans une cellule connue et dans ce cas-ci aussi, peut-être un peu plus en sécurité dans le contexte de pandémie, avant de voler ses propres gels dans d'autres régions du Québec. Merci beaucoup, M. Thibault, Mme Aboumrad. On se tient donc au courant dans les prochains mois. Merci beaucoup. Le conseiller Luc Goudreau a fait savoir qu'il se portait candidat à la mairie de Baie-Saint-Paul pour les élections municipales de novembre prochain et on l'a reçu dans nos studios. Luc Goudreau, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Tout d'abord, ça fait combien d'années que vous faites de la politique municipale, M. Goudreau? Ça fait 8 ans. Je vais terminer mon 2e mandat comme conseiller du district numéro 3. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important depuis 8 ans qui vous pousse à vouloir vous présenter à la mairie? À continuer à servir la population. Et puis, au fil de ces 8 ans-là, j'ai appris à me familiariser avec l'appareil municipal. OK. À essayer de faire aussi la différence entre ce qui appartient à l'administratif et puis à l'électif. Souvent, il va y avoir des dossiers que c'est de gestion courante. On parle, par exemple, de la réfection de rue. Des réfections de rue. Encore là, les réfections de rue, c'est quand c'est sur notre territoire, c'est carrément, nous aussi, quand on fait le budget, on établit les priorités au mois de décembre, qu'on alloue les crédits. Mais à partir du moment où les crédits sont donnés, c'est clair que c'est à la ville, à l'administration municipale, à voir au déploiement des travaux qui ont été votés. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile au cours des 8 dernières années? De faire ressortir les décisions du conseil municipal pour qu'ils se rendent dans la population. On prend les décisions, oui. Ouais. Ce qui est voté publiquement, c'est une chose. Et puis ce qu'on discute, après ça, quand il y a des séances de travail qu'on a en caucus, oui. Là, après ça, entre les deux, entre la séance du conseil public et puis la suivante, je pense que les gens pensent qu'on n'est pas actif. Alors que tous les lundis, on siège au conseil en séance d'études de 9 h le matin, aller à 12h30, des fois 1 h. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est carrément de faire passer nos messages aussi. Bien que l'administration est très réceptive, des fois, entre les attentes du citoyen puis ce qu'on est capable de réaliser à court terme, c'est pas évident. C'est quoi, selon vous, le plus gros défi pour quelqu'un qui est aspirant maire à Baie-Saint-Paul? D'aller de l'avant et puis tout en respectant le passé. Parce que là, on s'entend là, que M. Fortin laisse quand même tout un héritage. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de dossiers qui ne sont pas complétés. Ne serait-ce que le pavillon du Saint-Laurent. Oui, qui doit s'en venir. Qui va s'en venir. Tous ces dossiers-là qui sont présentement en Maison-Mère, c'en est un autre. Mais parlons-en un peu de Maison-Mère, si vous permettez. Oui. Vous avez été un défenseur de Maison-Mère depuis le début.
j'ai été un défenseur et je serai un défenseur. Et puis, si la population me donne le mandat d'être maire, je vais continuer à le défendre parce que je crois foncièrement que Maison Mère doit être utilisée comme un incubateur de nouvelles entreprises. Nouvelles entreprises, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire nouvelles familles. Dernièrement, le conseil municipal a adopté un règlement d'emprunt pour convertir des lieux en espaces de travailleurs. C'est bien beau, les entreprises, on sait qu'on a un problème de main-d'œuvre. Oui. On est obligé d'aller la recruter. Et puis d'ailleurs, c'est dans ma plateforme, les logements abordables. Oui, parce qu'on sait, puis ça a été souligné, là, toute la question des logements à Baie-Saint-Paul, on a des travailleurs qui ne trouvent pas à loger. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, M. Goudreau? Comment vous voyez ça pour les prochaines années? Pour les prochaines années, c'est sûr que les entrepreneurs locaux, présentement, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'émerger. Oui. Et puis, il va falloir aussi que la Ville cherche à aller maximiser tous les programmes d'accès à la propriété que les gouvernements mettent en place pour favoriser, si vous voulez, l'achat des premières maisons. Mm-hmm. Mais avant d'acheter la première maison, encore faut-il recruter des nouveaux citoyens. Et qu'il y ait des premières maisons à acheter aussi. Exactement. Et c'est là que, pour moi, je reviens encore à Maison Mère, la personne qui s'en vient travailler ici et puis qui va passer par Maison Mère, oui. Éventuellement, il va probablement faire comme moi, il y a bien des années. Il va tomber en amour avec Baie-Saint-Paul. OK. Et puis, il va finir par prendre racine et s'y établir. Mais je pense que Maison Mère, c'est là où il y a un rôle important, c'est d'être capable d'accueillir ces nouveaux arrivants-là. Quand on parle de nouveaux arrivants, ce n'est pas des arrivants du bout du monde. Ça peut être un nouvel arrivant, pour moi, il peut aussi bien venir de Québec. Oui. Et puis, pour moi, c'est là que le rôle de Maison Mère est important. C'est pour ça que depuis le début, j'ai cru en Maison Mère. On est 3 conseillers encore qui ont voté oui. pour le règlement pour prendre possession de la Maison Mère. Oui. On a tous, moi le premier, je ne m'en cacherai pas, il y a des fois, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi qu'on s'est embarqué. Mais aujourd'hui, plus tard, je vous le dis, je suis fier. Puis je suis fier d'être le porte-parole, puis je l'ai dit tout haut. Je vais mourir avec Maison Mère ou je vais passer avec Maison Mère. C'est clair. Merci pour cette spécification quant à la Maison Mère. Mais il y a plusieurs autres dossiers à la Ville. On ne les abordera pas tous ce matin, mais j'aimerais savoir de quoi seront faits les prochains mois du candidat à la mairie. Comment vous allez faire campagne? Qu'est-ce qui s'annonce pour les prochains mois? Bon. Ma priorité, dans un premier temps, dans les premiers mois, c'est de continuer à vaguer à mes occupations au conseil municipal. OK. C'est beau d'être en campagne électorale, là, mais encore faut-il qu'il nous reste jusqu'au mois d'octobre. Mm-hmm. Et on a multiples de dossiers à l'étude. Et puis, avant de penser à demain, on va finir par régler ce qu'on a entamé. Donc, première chose, on poursuit le travail. On poursuit le travail. Deuxièmement, c'est connu pour moi, je suis un gars de la rue. Je marche beaucoup. Quand je dis que je suis un gars de la rue, j'aime rencontrer les gens. Mm-hmm. Cette semaine, j'ai lancé, si vous voulez, officiellement ma candidature. Oui. J'ai donné 5 lignes d'engagement sur lesquelles je vais développer un peu plus tard. OK. Le développement économique, ça, le logement à prix abordable. OK. 1, 2, oui. Le loisir, les loisirs, oui. La culture. Okay. Pour moi, là, c'est des points qu'il va falloir qu'on va développer. OK. Dans la continuité aussi. Tu sais, on ne peut pas renier notre passé, il est là. Puis, on a un beau passé, c'est de continuer à faire rayonner Baie-Saint-Paul. Ça, c'est un de mes mandats, comment je veux continuer à promouvoir Baie-Saint-Paul, parce que je suis peut-être pas venu au monde ici, mais je peux vous dire une chose, je suis fier de probablement mourir ici. Bien, Luc Goudreau, merci beaucoup pour cette première entrevue. On va vous suivre dans le courant des prochaines semaines. Peut-être que vous ne serez pas seul à la mairie. Je vais vous souhaiter une bonne campagne. Merci beaucoup, M. Ouellet. Merci, au plaisir. La municipalité de Saint-Hilarion connaît un essor
surtout depuis qu'on a annoncé la construction prochaine de la Maison des aînés sur son territoire. Et on a rencontré le maire Patrick Lavoie pour faire le point sur les développements à venir dans cette municipalité. Ici, il va y avoir une rue avec un rond de virée. Ouais. Fait que tous les terrains tout autour ici. Saint-Hilarion a récemment adopté en conseil municipal un règlement d'emprunt pour débuter les travaux d'infrastructure de la future Maison des aînés, un projet estimé à 28,8 millions de dollars. Bien, c'est un projet là, qui remonte, dont l'annonce a été faite au mois d'août dernier, en 2020. Puis la Maison des aînés va être implantée à Saint-Hilarion. La municipalité a accepté, dans le fond, le conseil municipal a accepté les travaux, l'estimé des travaux à 1,9 million de dollars là, pour l'implantation de la Maison des aînés, mais qui comprend aussi toutes les infrastructures au niveau du chemin et de l'aménagement du développement résidentiel. Ça va être situé entre la route 138 et le chemin principal. Dans le fond, ça va être un prolongement d'une rue, de la rue des Champs, qui est présentement une rue privée et qui sera reprise par la municipalité, qui est maintenant propriété de la municipalité et qui va être prolongée jusqu'à la rue principale, au chemin principal. Les travaux sont planifiés. Les rencontres de chantier qu'on a eues les dernières, c'était pour le début mai. Donc, normalement, la municipalité, elle, a 2 semaines de délai là, à couvrir pour permettre ensuite à la Maison des aînés, aux entrepreneurs de la Maison des aînés, de pouvoir, eux autres, commencer leur travail. Donc, on a 2 semaines, là, nous autres, si on veut, une genre de zone tampon là, pour aménager la rue, installer nos infrastructures et ensuite permettre à la Maison des aînés de commencer leurs travaux. C'est une nouvelle rassurante pour les citoyens de Saint-Hilarion que l'édifice gouvernemental se construise dans leur municipalité. S'ajoute à cela un développement résidentiel qui viendra répondre à la demande qui ne cesse d'augmenter depuis quelques années. Le long de la rue des Champs, la nouvelle rue des Champs qui va être faite, il va y avoir des terrains qui vont être aménagés le long de cette rue-là. Puis dans l'autre section, dans le fond, le terrain là, qui a été acquis par la municipalité, on peut le diviser comme en 2. Donc, la deuxième partie, ça va être là le développement résidentiel. Puis, ça va donner au total 21 terrains disponibles. Oui, c'est beaucoup de terrains, mais la municipalité de Saint-Hilarion était rendue là, au cours des dernières années. On n'avait pas eu de développement résidentiel depuis le dernier. Ça faisait déjà plusieurs années là, qu'on n'avait plus d'offres au niveau à Saint-Hilarion, au niveau des terrains résidentiels. Donc, c'est une bonne chose. Là. Oui, bien, on a eu des demandes, oui. On avait des gens qui appelaient pour savoir s'il y avait des terrains. Puis, donc, mais les gens, souvent, il restait quelques terrains de propriétaires privés qui étaient disponibles. Mais bon, des fois, ça ne correspondait pas toujours non plus aux besoins des gens. Puis, on a eu connaissance de gens qui sont allés s'établir dans d'autres municipalités. Puis, c'est bien correct, ils sont restés dans Charlevoix quand même, mais ils ne sont pas venus à Saint-Hilarion. Donc, c'est sûr que d'avoir une offre, ça va être intéressant pour notre municipalité. Les travaux débuteront à compter du mois de mai. La rue des Champs sera d'ailleurs prolongée jusqu'à la rue principale et la réalisation des lotissements se fera au même moment. La vente des terrains pourra ensuite débuter. Élisabeth Paillère pour TVCO. La campagne de vaccination massive s'amorce et on a voulu savoir ce qu'en pensent nos concitoyens. On vous a préparé un Vox Populi là-dessus. C'est la période de vaccination actuellement dans la capitale nationale, mais aussi dans Charlevoix. Est-ce que vous croyez que d'ici le 24 juin, les gens vont être tous vaccinés, vont avoir eu la première dose? On va espérer fortement. Pourquoi? Bien, c'est parce que là, on a hâte de voir notre famille. Tant qu'on n'est pas vacciné, là, moi, on peut pas. Moi, j'ai un chalet, puis après ça, tous les étés, c'est un rassemblement familial. L'été passé, on n'a pas pu. Là, on ne peut pas encore. Si tout le monde soit vacciné, là, ça va être plaisant de pouvoir se voir. Aucune idée, je l'espère. Je sais pas, 50 %. Oui. À peu près. J'espère que ça va être fait. J'espère qu'ils vont réussir à le faire. Par contre, et sûr, quand tu regardes le nombre de vaccinations qu'on a actuellement versus le nombre de jours qui restent, pour se rendre là, j'étais un petit peu... Moi, je pense qu'on peut peut-être déborder un petit peu. Peut-être pas on parle pas de mois, là, mais je pense qu'on parle peut-être mettons, une semaine, une couple de jours. Oui, je pense que oui. Pourquoi? Je fais confiance à nos dirigeants, là, puis je pense que c'est réalisable. Là. Est-ce que vous avez reçu le vaccin? Les vaccins, non, pas encore. Pas encore. Puis est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été vaccinées là, dernièrement? Oui, j'ai une de mes sœurs qui a été vaccinée à Clermont, il y a une couple de jours. Je pense Comment à ça Mat-B. OK, comment ça s'est passé? Je le sais pas, ne pas parler. Non, mais j'en connais qui vont se faire vacciner au début d'avril. Ouais. Puis est-ce que vous connaissez des gens qui ont été vaccinés dernièrement?
proche de moi, personnellement, ça s'en vient, mais non, tu sais, je peux pas te dire, là, non. Ben là, je voyais, j'ai pris mon rendez-vous hier, moi. Puis là, ben, j'ai bien confiance en ça. Il dit, c'est bien efficace, qu'il dit, comme il parle. On n'a pas le choix. Hein. C'est toujours mieux de ne pas venir, Oui. autant que possible. Oui. Oui. Puis comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? Mais là, tu me parles-tu de Charlevoix seulement? Parce que moi, j'arrive de Québec. Bien, la capitale, on fait partie de la capitale nationale. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, l'expérience pour la personne? Bien? Oui. Oui, oui. Oui, moi, je l'ai été. OK. Comment ça s'est passé? Je l'ai été le 14 janvier. Parce que mon mari est en résidence. Puis je l'ai eu. Puis donc, ça s'est bien passé ou c'était compliqué? Ou comment Rien du tout. Comme le vaccin pour la grippe, ça n'a pas été pire que ça. Y avez-vous eu des effets secondaires? Aucun. Non. 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 Qu'est-ce que vous Ça, en je ne pourrais pensez? pas vous dire parce que j'arrive de Montréal. OK. Mais au Québec... Puis j'ai été vacciné avant-hier. Ah, comment ça s'est passé? Ça a très bien passé. Oui. Aucun problème. Pas eu de complications? Non, du tout. Est-ce que c'est compliqué s'inscrire pour prendre un rendez-vous? Non, mes beaux-parents sont inscrits, ça s'est fait facilement. Ils ont eu leur date tout de suite. C'est pas tout de suite proche, c'est au début d'avril, dans le fond. Mais je veux dire, ça a été rapide, simple, puis pas compliqué. Ceux qui l'ont fait, ils m'ont dit que non, là. Alors, C'était en ligne ou par téléphone? en ligne. Non, non, pas encore. Je viens de demander à la pharmacie s'ils vont nous... Puis le monsieur qui travaille là, il dit qu'il ne sait pas encore. Oui, ça va très bien, l'inscription en ligne. Puis pour s'inscrire, ça s'est passé comment? Ça se fait en ligne. C'est très facile, là. Même pour les gens plus âgés, il n'y avait pas de... Ben moi, j'ai pas eu de problème. C'est sûr qu'il faut être familier un peu avec ça. Mais... Ouais. Trouvez-vous que c'est bien géré dans Charlevoix? Ben là, moi, aller se faire vacciner à Malbaie, franchement, là, on a l'hôpital, on a en masse des endroits, là. Je veux pas être mauvais prophète, mais on a en masse de la place ici. Mais c'est pas nous autres qui dirigent, hein? C'est eux autres qui décident tout. Puis est-ce que vous avez bon espoir que ça va bien aller dans les prochains mois? Ben, je pense que oui. Oui. Il suffit d'être patient. On a tout le temps pour 2 ans gardé notre messe. On ne sait pas, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut être positif, là. Je pense qu'il y a assez de négatif, là. On va essayer que ça se passe bien. Ma fille reste à Saint-Laurent. Puis je vais là très souvent avec son chien. Pas le garder, mais passer du temps avec. C'est ça que je fais. Puis je fais des mots croisés, je fais de la lecture. Je vis seule. Mon mari est au CHSLD. Je vais le voir 2 fois par semaine. C'est tout ça que je fais. J'écoute la télévision le soir. Donc, vous vous gardez occupé, là? Ah oui, ah oui. Faut pas baisser... Non, faut pas baisser les bras pour ça. Moi, je trouve que c'est rien. Au côté de tout ce que j'ai passé dans ma vie, c'est rien. Au côté de la maladie, c'est rien. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, là. On va s'attendre que ce virus-là, il va durer pas rien qu'un an, là. C'est comme la grippe, là. Ça fait qu'il ne faut pas se décourager trop non plus. Il faut vivre avec ce qu'on a. Puis il va falloir tout le temps faire attention, des grands rassemblements comme autrefois. De toute façon, on se rencontrait pendant le temps des fêtes, puis après, on avait toute la grippe, là. Ça fait que, veut ou veut pas, c'est un signe qu'il va falloir tout le temps être très prudent maintenant. Moi, c'est ce que je pense. Oui. J'espère me tromper, mais c'est comme ça. À suivre. La lumière va être bien franc avec vous, madame. Avec la température, ça va sûrement s'améliorer plus. Hein. Ça va remonter le moral plus. Moi, je prends ça sur ce sens-là. Je te dirais que je suis un petit peu inquiète là, avec le mois de février qui a pris de vaccination. On a pris du retard là. Puis je pense qu'il commence à avoir des cas pas mal un peu partout. Je suis un peu inquiète qu'il va y avoir une vague. On n'arrivera pas à temps avec le vaccin pour le temps que le monde soit immunisé puis tout. J'ai peur qu'on manque de temps, là, tu sais. Je pense que ça se déroule assez bien, la vaccination. Là. Le problème, c'était d'avoir des vaccins qui soient disponibles. Et depuis dernièrement, je pense qu'il a annoncé à peu près qu'il y aurait des vaccins suffisants. Il annonce à peu près 1 million Canada par semaine qui rentrerait. Là. Alors, je pense que ça va se réaliser. C'est juste que ça prend de la patience.
Bien, je trouve que les Québécois, ils ont toujours pas mal suivi les consignes. Là, ça devrait continuer. Vu qu'on arrive à la fin comme ça, là. C'est ça. Donc, vous êtes quand même confiant pour la Oui. suite des choses? Oui. Comment vous gardez le moral? Ben, en venant à Saint-Paul. C'est maintenant le moment de parler de sport local, mais également du sport des Grandes Ligues en compagnie de Maxime Jaudoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Sébastien Bouchard, le boxeur, a réussi son retour. Oui, et on est content pour lui. Donc, un combat qui se passait à l'Hôtel Plaza de Québec. Donc, c'est une victoire par décision des juges face à son adversaire, M. Mario Pérez. Alors, on est content parce que c'est une victoire après un retour de 16 mois d'inactivité. Alors, mais dans cette technique, ça n'a pas trop paru vraiment qu'il avait arrêté. Même lui, il l'a dit fièrement, je suis content. Malgré l'arrêt, j'étais pas trop rouillé. L'entraînement s'était bien déroulé. Et donc, les résultats sur le ring, on l'a vu. Et il faut dire également qu'il revenait d'une importante blessure, Oui. une déchirure ligamentaire. Oui, une déchirure également qui a pris le temps de soigner. Alors, vraiment, cette pause-là a été longue, mais je pense que ça a aussi permis de guérir et de revenir en force. Et comme je le disais, sur le ring, bien, ça a paru parce que ses supporters ça a été bien. Même, il entendait parfois des cris de ralliement de ses spectateurs et il reconnaissait qui disait la phrase comme telle. Donc, ça a été très, très charmant. Alors, ça a bien été. Et là, bien là, il discute avec Yvon Michel pour savoir quand est-ce qu'il va remonter sur le ring parce qu'il veut continuer. Là, il espère revenir sur le ring avant la fin de 2021. C'est pas encore officiel, mais c'est ce qu'il souhaite, évidemment. Bien, on lui souhaite. Parlons maintenant des ligues professionnelles. D'abord, on apprend que les Alouettes de Montréal se font offrir de jouer au Stade olympique. Pouvez-vous expliquer ça? Oui, bien, vous savez qu'en temps normal, les Alouettes jouent au Stade Percival Molson. Bien sûr, qui a été agrandi pour eux. Qui a été agrandi. Donc là, présentement, la raison, c'est que le Stade Percival Molson, à nombre de partisans qu'on pouvait accueillir, c'était pas rentable parce que le stade en contient 25 000. Donc, on aurait pu les accueillir avec la distance, ces partisans, là, à moindrement accueillis. Oui, OK. Mais on a jugé que c'était pas assez rentable. Donc, au niveau du stade olympique, c'est que là-dedans, on va pouvoir accueillir peut-être 11 000 personnes pour voir la rencontre. Et en termes de rentabilité, c'était plus rentable de faire ça que d'accueillir beaucoup plus au Percival Molson. Donc, on comprend que pour respecter la distanciation, on va dans un plus gros stade. Ça permet d'avoir plus de monde. C'est ça, exactement. Alors là, on discute évidemment avec le stade pour savoir là, comment est-ce qu'on va gérer ça pour l'année à venir. Par contre, c'est une solution à court terme. Les Alouettes veulent l'avoir à court terme parce qu'on veut évidemment à long terme revenir dans le stade officiel de l'équipe. Donc, c'est à court terme qu'on voit ça, mais ils veulent le travailler parce que, comme a dit le DG de l'équipe, si ça ne fonctionne pas ailleurs, parce que là, au stade olympique et tout ça, tu sais, pour la distance, le contexte, tout ça, il a dit, si ça ne marche pas ailleurs, ça ne marchera pas ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment tester, parce qu'on sait qu'un exemple, les Blue Jays, eux, vont en Floride, à Buffalo, etc. Oui. Mais comme il a dit ici, si ça ne marche pas à Montréal, là, au niveau du stade, là, bien, ailleurs, ça ne fonctionnera pas plus. Donc, c'est pour ça qu'on tient à jouer à Montréal, peu importe le stade, mais il faut rester dans la métropole. Alors, souhaitons-le pour la prochaine saison. Absolument. Rappelons qu'on n'a pas eu de saison l'année dernière quand même. Oui, exactement. Ça fait très mal. Donc là, tout le monde s'attend vraiment cet été à ce que l'année revienne avec au moins un peu de partisans pour les rentrées guichets parce que, comme je disais, c'est pas toutes les équipes sportives qui peuvent se permettre d'avoir du financement propice sans revenu à la billetterie. Et du côté de la Ligue nationale de football, on apprend que les champions du Super Bowl vont pouvoir conserver leur duo de choc. Oui, alors on parle des Buccaneers de Tampa Bay qui ont décidé de prolonger les contrats de deux joueurs vedettes, Tom Brady et Rob Gronkowski. Donc, Tom Brady, lui, un contrat de 4 ans. Il faut savoir qu'il est âgé de 43 ans, ce qui l'amène à peut-être rapidement... Là, 47 presque ans. à la cinquantaine. Oui, donc j'ai hâte de voir s'il va suivre... C'est un phénomène quand même. Oui, j'ai hâte de voir s'il va suivre le contrat comme tel. Est-ce qu'il va... Mais 4 ans, c'est quand même... Je pense qu'on vient de s'assurer, par contre, d'une stabilité avec les Buccaneers. Et de Gronk, lui, il avait dit, par contre, c'est 1 an seulement. Et il a dit que s'il avait à renouveler une entente constamment, ce serait 1 an seulement. Parce que, bon, lui, on sait qu'il est sorti de la retraite. Donc, je pense qu'il veut vraiment ne pas tout miser sur un contrat trop gros. Donc, lui, il a été blessé souvent. Oui, ça, il a été blessé. Donc, lui, il a dit oui, je suis prêt à renouveler constamment, mais à coût de 1 an. Il a quel âge, lui, de Gronk? 31 ans. 31 ans, donc plus jeune que Brady. Mais Brady, 43 ans en contrat de 4 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, bien, c'est assez là même. Si je pense un peu à Roethlisberger avec les Steelers, là, on n'est peut-être pas loin de cette tranche-là. Là. C'est pas loin de ça. C'est tout un exploit. En terminant, on ne peut pas, bien sûr, parler de sport avec vous, Maxime Jaudoin, sans parler du Canadien de Montréal. Alors,
Qu'est-ce qu'on a à dire du Canadien? Oui, bien Le là... Canadien, on dirait que c'est au neutre. Il en gagne une, il en perd une, il en gagne une, il en perd une. On n'est pas très avancé. Oui, bien, depuis 2 semaines, c'est un peu ça, comme tu l'as mentionné. Et là, ben moi, ce que je rencontre, par contre, là, on fait beaucoup de jeux d'erreurs. J'ai remarqué, là, par exemple, contre les Jets de Winnipeg, notre marque en prolongation n'est pas très fameuse. Non. Jeu d'erreur, en fait, mauvais changement, perdre la rondelle en territoire offensif. Donc, puis en prolongation, si tu perds la rondelle, tu as une chance sur 2 de perdre, ce qui est arrivé pour le CH dans les derniers temps. Donc, il faut améliorer les jeux de base, les jeux techniques, il faut améliorer ça. Il faut juste une meilleure coordination. Là, par contre, en plus, Ben Sherratt, lui, est absent pour 4 à 6 semaines parce qu'il s'est fracturé le poignet dans un combat. OK. Donc là, opération, ça n'a pas le choix. Donc là, absent pour une... Jusqu'aux séries? Bien, pratiquement jusqu'aux séries. C'est ça également que j'ai calculé. Et là, Paul Byron, lui, a été placé au balotage pour une 2e fois dans le but de l'envoyer dans les mineurs. Donc là, ça va être de voir est-ce qu'il va être réclamé par une équipe ou non. Personnellement, j'aimerais ça qu'il reste parce que, bon, son contrat présentement à 3 pour 4 millions pour un gars de 4e ligne, c'est un peu lourd pour les équipes. Donc, en tout cas, présentement, là, il y a du personnel qui monte, qui revient. Ça bouge, là. Mais que nous réserve le calendrier pour les prochaines semaines, pour la prochaine semaine? Oui, bien là, on est 6 matchs à domicile là, pour le Canadien. Là, ça sera notamment à Vancouver. Il y en a d'autres, là, évidemment, qui vont s'en venir. Mais là, on revient d'un voyage de 6 matchs sur la route. Là, ça va être un 6 matchs à domicile. Mais on l'avait dit, le mois de mars et avril, là, on n'a pas le droit à l'erreur parce que du moment qu'on passe sur une séquence, exemple de 4 défaites de suite, les séries, là, c'est très difficile. Donc là, il ne faut pas... la marge d'erreur là, qu'on avait en début de saison, elle n'est plus présente là présentement, selon moi. Bien, on va continuer à suivre ça en votre compagnie. Merci, Maxime Jodoin. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour notre émission d'actualité cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.